Bonjour, c'est Romain Mousset. Aujourd'hui, je vous présente un livre. Tout sur le comportement du chien, éducation et génétique de Monsieur Joël Dehaas. C'est un ouvrage paru en 2024 aux éditions Odile Jacob. Il fait 322 pages et coûte 23,90 €. Cet ouvrage s'inscrit dans la série de notes de lecture éducation et rééducation comportementale. Il contient 221 notes de bas de page et est un ouvrage très intéressant pour comprendre le lien entre la génétique de nos chiens et l'éducation que l'on peut mettre en place sur eux, les comportements qu'ils peuvent avoir et plus largement comprendre d'éventuels troubles du comportement. Et les liens, donc, l'impact de la génétique, des conditions d'élevage, de la génétique de leurs parents, etc., etc. J'avais déjà présenté le docteur Joël Dehaas comme vétérinaire comportementaliste à travers certaines notes de lecture passées. Je vais cette fois reprendre la présentation de la 4e de couverture parce que je la trouve un peu plus complète et surtout à jour. Donc le docteur Joël Dehaas est vétérinaire spécialiste international en comportement, soit la neurologie fonctionnelle du chien et du chat. Clinicien, il se consacre aux consultations des cas compliqués, aux conférences et à la formation, internationalement reconnu pour avoir développé la spécialisation en médecine comportementale dans l'ensemble des pays francophones. Il est honoré du prix FAFVAC, il est aussi le fondateur de plusieurs associations internationales et auteur de nombreux ouvrages de référence pour le grand public. J'avais eu l'occasion de présenter Tout sur la psychologie du chien qui était sorti en 2009 aux éditions Odile Jacob avec une version augmentée sortie en 2018 je crois, avec notamment des mises à jour en termes d'études scientifiques, et j'avais présenté également Mon chien est heureux, sorti en 2009 aussi je crois, d'ailleurs la même année que Tout sur la psychologie du chien, aux éditions Odile Jacob. Ce qui me plaît dans l'approche de Joël Dehaas et qu'on reverra à travers cet ouvrage, c'est que c'est évidemment un scientifique de formation avec une approche très disciplinaire, très scientifique, avec parfois un jargon et des parties qui sont difficilement assimilables si on n'est pas de la branche scientifique. Mais il y a une très grosse facilité à vulgariser et à présenter du contenu parfois compliqué. Et finalement, il rend assez facile d'accès la zoopsychiatrie et sur cet ouvrage-là, la génétique et l'épigénétique. Donc je vais vous présenter globalement l'ouvrage en vous faisant une lecture en diagonale de la table des matières pour savoir ce que contient l'ouvrage. Donc vous avez une introduction. En première partie, on va retrouver la génétique des comportements avec donc la définition d'un comportement, l'assemblage des patrons moteurs, la découpe du comportement en éléments simples pour qu'on puisse mieux comprendre et assimiler ces principes. Quelques exemples de comportements, on va voir le pointé du chien d'arrêt, la question d'hérédité et d'héritabilité, un second exemple sur la tétée, un des patrons moteurs essentiels à la naissance du chiot. Je vais développer cette partie parce qu'elle est intéressante, non pas pour comprendre l'importance de la tétée ou du patron moteur en tant que tel, mais parce que c'est assez représentatif de la façon dont Joël Dehaas va développer son ouvrage. Donc sur la tétée, vous avez le patron moteur qui est fixe à durée variable, l'autosatisfaction du patron moteur de tétée, la variation du patron moteur de tétée avec l'âge, du patron moteur de tétée à la stéréotypie, les effets partiels du traitement de la stéréotypie de tétée, et enfin les TOC de tétée chez l'humain. Je reviendrai dessus une fois de plus. Il y a pas mal de parallèles qui sont faits avec l'humain. C'est pas forcément que à travers le travail de Joël Dehaas. J'avais déjà présenté Don't Shoot the Dog de Karen Prior. De Karen Prior Don't Shoot the Dog? Si, c'est ça, de Karen Prior, pardon.
Ou pareil, il y avait aussi beaucoup de parallèles sur les lois de l'apprentissage entre l'humain et le chien, entre l'humain et d'autres types de mammifères. Pourquoi? Parce que les lois de l'apprentissage sont exactement les mêmes et certains troubles du comportement du chien sont exactement les mêmes que chez l'humain. Donc après la tétée, on va avoir le tournis, un patron moteur, ses stéréotypies et les tocs de tournis. Ensuite, on va retrouver l'histoire de la génétique des patrons moteurs, l'énergie spécifique d'action. C'est, on va dire, sur un comportement de base qu'un animal va présenter, selon Joël de Haas, il va y avoir une énergie spécifique d'action, ce qu'il va appeler l'ESA. L'ESA, en fait, c'est le besoin que va avoir le chien. Sur le tournis, pour ne pas trop rentrer dans les détails, il explique que certains chiens qui ont des troubles du comportement de tournis, qui peuvent tourner 4 à 5 heures par jour, une fois qu'on comble tous les besoins spécifiques, on va avoir un chien qui va se retrouver à tourner peut-être pendant 15 minutes par jour. Et ces 15 minutes par jour, on ne peut plus diminuer la quantité, on va rester sur ce qu'on va appeler donc l'énergie spécifique d'action, parce que c'est ce besoin-là qui est génétique. Tout le reste autour, là les 4h45, ont été modelés par de l'apprentissage et de l'auto-renforcement. Mais j'y reviendrai, à la limite, sur ça pourrait être intéressant. Ensuite, on va retrouver la génétique du herding, le drive de chasse. La courbe de l'eau, c'est la prédictivité. Comment est-ce qu'on peut prédire une génétique et un comportement? Ça, c'est intéressant également. L'une des périodes clés, à savoir l'adolescence, qui est un gros changement au niveau de la génétique. De l'organisme au comportement, où on va voir justement dans quelle mesure est-ce que la génétique va impacter les changements de comportement de nos chiens. Ensuite, on va retrouver plus largement une génétique des sens, sur les différents sens, donc la vision, l'olfaction, l'audition, etc., etc. Une génétique des émotions et des humeurs, grosse partie également intéressante. Sur les émotions du chien, semblables à celles de l'humain, l'irritabilité de l'humeur, les gènes de l'anxiété, la génétique des états dépressifs, la génétique des états hyper, et notamment l'hyperactivité, la génétique des comportements agressifs, les tendances agressives, les gènes corrélés aux agressions pathologiques, etc. etc. Tout ça, je reviendrai un petit peu sur le comportement agressif, parce qu'il y a certaines infos qui sont intéressantes, qu'on retrouve également chez l'humain. Et enfin, la génétique de la personnalité. Donc tout ça, c'est relativement facile d'accès, c'est très bien vulgarisé, ça se lit assez bien. Ensuite, la deuxième partie est un peu plus scientifique, un peu plus compliquée. Elle va être consacrée donc à la génétique, à l'épigénétique et à la modélisation, où le docteur Joël de Haas va schématiser certaines notions, on va essayer de créer des modèles, enfin il a créé des modèles qu'il va présenter et qu'il va chercher à justifier. Donc certains, je trouve, sont très intéressants, d'autres sur lesquels je n'ai pas tout compris d'emblée. Mais en tout cas, ça vaut le coup de comprendre dans les grosses lignes pourquoi est-ce que ces modèles sont présentés. Le docteur Joël de Haas est tout de même une référence, et je pense que certaines infos qu'il esquisse, parce qu'il l'a dit lui-même, c'est un premier ouvrage, qu'il fallait bien l'arrêter à un moment donné, mais que l'épigénétique, notamment chez le chien, est quelque chose d'assez nouveau, et il pressent que dans les années à venir, il va y avoir un grand bond en avant sur les thérapies génétiques pour comprendre et soigner certains problèmes de comportement sur nos chiens. Et beaucoup de choses qui restent encore un peu floues, même pour le docteur Joël de Haas, trouveront raison dans les années à venir. Donc sur la deuxième partie, il va revenir un peu plus en détail sur l'adolescence, avec l'impact de différents gènes, et notamment l'épigénétique de différents gènes au moment de l'adolescence. L'épigénétique transgénérationnelle, qu'est-ce qu'on va retrouver d'autre? L'épigénétique et le microbiome. Alors
ça aussi c'est intéressant, il y a des liens aussi qui vont être faits durant la deuxième partie, notamment sur notamment la nutrition, l'impact de la nutrition sur la génétique et sur les troubles de comportement du chien. Donc si pareil vous n'avez aucune connaissance là-dedans, ça peut être extrêmement intéressant de savoir en quoi la nourriture que l'on va donner à nos chiens peuvent impacter aussi ces troubles du comportement. Ensuite on va avoir donc des modélisations. Et la troisième partie est, elle est un peu plus facile d'accès selon moi que la deuxième partie, mais pareil, si on n'est pas scientifique, elle peut nous passer assez au-dessus. La troisième partie, donc, ça va être clinique, diagnostic, traitement et thérapie. En revanche, pourquoi est-ce qu'elle est intéressante? Parce que, alors moi personnellement, j'habite dans la région Bretagne, et je sais que dans le département du Morbihan, à peu près à une centaine de kilomètres autour de chez moi, il n'y a aucun vétérinaire comportementaliste. Je crois que le plus proche est à quasiment 3 heures de route. Donc il y a quelques vétérinaires spécialisés en comportement, mais la plupart des personnes qui ont des problématiques avec leurs chiens, lorsque il y a selon moi des causes sous-jacentes potentiellement d'ordre clinique, je vais assez facilement réorienter les personnes vers leur vétérinaire. Et certains vétérinaires, n'étant pas spécialistes forcément de ces domaines-là, peuvent se retrouver un petit peu pris au dépourvu, dirons-nous. Et le fait, nous, en tant que lecteurs, d'avoir des petites bases sur des tests à effectuer, sur des façons de cerner de possibles diagnostics en fonction de troubles du comportement, ça peut être intéressant soit d'orienter le vétérinaire sur un ouvrage comme celui-ci, ou soit vous-même en tant que propriétaire. Évidemment, nous ne sommes pas vétérinaires, mais nous pouvons tout de même aider ou apporter des pistes de réflexion pour que le vétérinaire puisse se pencher sur ça. Et vous, après, en tant que propriétaire de chien, ça peut aussi vous permettre, en fonction des discours que peuvent vous tenir les vétérinaires ou les éventuels professionnels sur lesquels vous vous tournez pour répondre à l'éducation ou aux problèmes de comportement du chien, s'ils ont, on va dire, une certaine ouverture ou en tout cas des connaissances sur certains troubles génétiques. Donc cette troisième partie, une fois de plus, elle peut être intéressante pour comprendre comment analyser une problématique et les professionnels vers lesquels vous allez vous tourner, savoir s'ils ont des bases également dans ces domaines-là. Donc pourquoi j'insiste sur ça et pourquoi je vous présente ce livre ? Parce qu'il y a beaucoup de professionnels, que ce soit dans l'éducation, que ce soit dans le comportementalisme, qui vont résoudre des problématiques sur des chiens sans même forcément se demander si c'est réalisable. Et certains vont même, se mettre même en avant, en prétextant qu'on peut absolument tout guérir, tout faire sur un chien en éducation, quitte évidemment à casser le chien, ça va être un peu plus facile. Joël Dehaas, lui, va nous présenter que sur certains troubles du comportement, on ne peut pas guérir un chien. C'est-à-dire qu'on pourra minimiser les seuils de déclenchement, mais on ne pourra jamais guérir un chien. C'est comme si vous aviez un enfant autiste, que vous alliez l'amener chez le meilleur pédiatre ou le meilleur pédopsychiatre qui existe. On ne pourra pas guérir l'autisme de votre enfant. Vous pourrez toujours baisser des seuils de déclenchement de crise émotionnelle, par exemple, mais vous ne pourrez jamais rendre votre enfant normal. Lorsque vous avez un chien qui produit tel ou tel type de comportement parce que c'est inscrit dans sa génétique, vous aurez beau lui mettre un collier électrique puissance 10 ou le taper ou l'inhiber pour éviter qu'il déclenche le comportement, si le besoin est génétique, on ne peut pas l'éteindre, et c'est ce que nous explique le docteur Joël Dehaas. En revanche, vous avez pas mal de pistes de lecture pour pouvoir améliorer ou vivre avec cette problématique. Donc, si je reprends le fameux exemple de la tétée, je vais vous lire dans les grandes lignes ce petit extrait-là, et on va travailler dessus. Le
patron moteur de tété est génétiquement programmé, sa durée minimale est aussi génétiquement déterminée et peut persister à l'âge adulte. Que peut faire le chien ou l'humain qui a besoin de tété? S'il ne satisfait pas son besoin de tété, il est en souffrance, donc étant hédoniste et cherchant à tout prix à éviter la souffrance, il va téter quelque chose. Et comme téter est apaisant, téter peut devenir un comportement intensif, répétitif, jusqu'à devenir obsessionnel, compulsif. On connaît chez le Doberman un comportement de tété du flanc spécifique de la race. Le Doberman présente aussi une tétée ou une succion de couverture, ce que j'ai observé aussi dans d'autres races comme le Border Collie ou encore le berger australien. Avant même de savoir que la stéréotypie de tétée du flanc du Doberman était liée à certains gènes et à une modification de la connectivité neuronale, on aidait ces chiens avec des traitements et des thérapies. Les thérapies consistent à détourner le focus du chien quand il commence sa stéréotypie et de le saturer en activité. Le TOC de tétée, comme tous les TOC, est amplifié lors de l'ennui, donc donner plus d'activité au chien réduit le TOC rapidement de plus de 50%. Le traitement médicamenteux le plus efficace des TOC est à base de fluvoxamine ou de fluoxétine. L'amélioration est rapide en 1 à 3 semaines et d'environ 50%. La combinaison de plus d'activité et de la médication permet une amélioration de près de 80% de la durée du TOC. Si on stoppe les traitements et thérapies, les TOC reviennent en force. Et 80%, ce n'est pas 100%, ce qui veut dire que l'on ne guérit pas les stéréotypies. Et c'est logique puisqu'il y a des altérations génétiques et neuronales. Si on peut espérer des modifications neuronales grâce à la remodélisation des connexions neuronales, on ne peut pas encore faire de thérapie génétique, à l'exception des traitements médicamenteux avant et pendant l'adolescence. Donc on ne guérit pas les stéréotypies et les TOC, on ne guérit pas également d'autres types de comportements, j'en ai parlé juste avant. Donc je m'étais arrêté tout à l'heure sur la formule donner plus d'activité au chien réduit le TOC rapidement de plus de 50%. C'est la base de l'ouvrage de Joël Dehaas, Mon chien est heureux, dans lequel il présente le modèle activité. Pourquoi? Parce qu'il explique dans cet ouvrage que 80% des chiens de compagnie s'ennuient et que souvent cet ennui est lié au fait que le chien s'emmerde dans l'environnement de vie qu'on lui apporte. Ce qui signifie que parce que le chien s'ennuie, il va développer des activités, lui, pour s'occuper, que nous ne pouvons trouver potentiellement gênantes. Le chien qui va se mettre à creuser les trous dans le jardin, à aboyer plusieurs heures par jour, ou alors à tourner plusieurs heures par jour, ou à se téter le flanc, comme il explique le cas sur le Doberman. Si le chien le fait, c'est également en partie lié au fait qu'il s'ennuie. Et par rapport à cela, justement, il écrit un peu plus loin, en reprenant l'exemple du TOC de Tourny avec un chien qui tourne sur lui-même 5 heures par jour. 5 heures correspondent à la durée de l'expression phénotypique, ce que l'on peut observer et quantifier. Si je sature ce chien d'activité variée, disons 12 à 15 heures par jour, je peux réduire son tournis à 1 heure par jour en l'espace de 24 heures. C'est le traitement le plus efficace pour le TOC de Tourny, comme d'ailleurs pour tous les TOC. Malheureusement, la plupart des propriétaires de chiens n'ont pas ou ne prennent pas le temps de donner à leur chien satisfaction, voire saturation de tous ses besoins d'activité, de tous ses patrons moteurs. Passer de 5 heures à 1 heure de tournis par jour me donne la durée de tournis liée à l'ennui, au manque d'activité du chien. 5 moins 1 égale 4, soit donc 4 heures de tournis par ennui. Si je continue à surcharger le chien d'activités multiples, diversifiées et passionnantes, le tournis descend à 30 minutes après 6 semaines. C'est une estimation dans son exemple. Comme je sais qu'il faut 6 semaines pour remanier la connexion et la transmission neuronale, j'en déduis qu'une partie de la durée de tournis est liée à un remaniement neuronal. Je sais aussi que si on pratique une activité motrice, quelle qu'elle soit, pendant plus de 20 minutes en continu, on produit des endorphines dans le cerveau. Les endorphines donnent une sensation de bien-être et diminuent les sensations de douleur et de souffrance. On peut se droguer avec des endorphines comme avec de la morphine. C'est ce que font beaucoup de personnes qui vont être addictes au sport, notamment. Il suffit de répéter l'activité encore et encore pour obtenir plus de shoots d'endorphines. Je crois que c'est ce qui se passe avec le chien en TOC. Il se crée un état de besoin et de manque lié à ces morphines naturelles. Il acquiert un besoin de tourner.
Si je continue à pourvoir le chien en activité passionnante pendant des semaines et des mois, le tournis ne descend plus, il reste à, dans mon exemple, 30 minutes par jour. J'ai atteint une limite. Je crois que c'est la limite de la génétique. Le chien a besoin de tournoyer 30 minutes par jour. Le besoin, le drive qui le pousse à tournoyer est la fameuse énergie spécifique d'action dont je vous parlais un peu avant, programmée par la génétique. Je peux encore réduire la durée de tournis de 50% en donnant un psychotrope comme la fluvoxamine, de 30% avec la fluoxétine et de 20% avec la clomipramine, et probablement plus encore avec un neuroleptique. Je peux donc réduire le tournis à 15 minutes par jour, ce qui est acceptable pour le bien-être du chien et de sa famille humaine. Passer de 5 heures à 15 minutes ne se fait pas uniquement avec des médicaments, ou alors uniquement en empêchant le chien de produire le comportement en l'enfermant dans une cage, mais bien par une combinaison de la gestion de l'environnement, de la médicamentation et du respect des besoins fondamentaux du chien. Donc cet ouvrage est, dans l'ouvrage Mon chien est heureux, Joël Dehaas expliquait donc il y a plus de 15 ans maintenant tout le concept du modèle activité et justement comment répondre aux besoins fondamentaux du chien sur un chien bien équilibré, en justement proposant des activités diverses, qu'elles soient alimentaires, cognitives, physiques, locomotrices, etc., etc. 15 ans plus tard, avec le développement de la génétique, cet ouvrage va expliquer justement comment est-ce que la génétique va impacter certains troubles du comportement. Et si vous combinez Mon chien est heureux et tout sur le comportement du chien, éducation et génétique, je vais y arriver, vous avez pour moi les deux revers de la médaille sur comment pouvoir mettre en place un process de rééducation sur la plupart des troubles du comportement, même s'il y a une base de génétique. Et comme je vous l'avais dit tout à l'heure, autant on peut déterminer le comportement du futur chien que nous allons adopter, admettons, en prenant en compte la génétique des parents ou l'environnement néonatal. Il y a toute une partie qui va être consacrée à cet ouvrage. L'héritabilité du comportement de chasse, par exemple. Joël Dehaas va expliquer donc ce qu'est le comportement de chasse, le comportement de pointer, le comportement de herding, et après il va établir, de la prédictivité à travers notamment une courbe de Gauss, mais il va également établir une prédictivité clinique. Il écrit: pour un chien adulte, on peut observer s'il exprime les patrons moteurs de chasse ou non. S'il les exprime, c'est génétique. S'il ne les exprime pas, c'est soit qu'il n'a pas les gènes responsables, soit qu'ils sont encore non exprimés, et dans ce cas, ils peuvent s'exprimer à tout moment, sans que quiconque soit actuellement capable de prédire leur moment d'apparition. Si le chien possède les gènes et les exprime, il est actuellement impossible de stopper ses patrons moteurs. Le chien a un besoin interne de chasser, de poursuivre, de capturer, de mordre, de secouer, et il doit satisfaire ce besoin. Et donc le propriétaire doit respecter ce besoin, et il doit donner à son chien l'environnement adéquat pour satisfaire ses comportements. Si le chien chasse les chats, les moutons, les chevreuils, les lapins ou toute autre proie de petite ou grande taille, et que bien entendu c'est gênant pour le propriétaire et dangereux pour la proie potentielle, il faut rediriger la chasse sur un objet permis, une balle, un frisbee. Il faut satisfaire la durée programmée par l'ESA, donc l'énergie spécifique d'action dont j'ai déjà parlé, et on peut aussi droguer son chien à chasser un frisbee. Pour un chiot de 8 semaines à 3 mois que l'on désire acquérir, on peut observer s'il présente déjà des patrons moteurs de chasse ou non. Si oui, c'est prédictif, ces patrons moteurs vont persister et même s'intensifier. On a intérêt à les orienter vers des proies acceptables, des jouets mobiles. J'observe que, à choisir entre une balle, un frisbee, un lapin, un chevreuil, pour donner 4 choix, le chien partira plus à la poursuite du lapin et du chevreuil que de la balle et du frisbee. Il y a probablement quelques traits sensoriels distinctifs pour préférer une proie à une autre. Mouvement d'éloignement, odeur animale, phéromones de stress, bruit, aigu à ultrasonore, etc., etc. Une chose qui court et s'éloigne en criant.
pourrait bien être considéré comme une proie et déclencher toute la séquence des patrons moteurs de prédation. Le mouton, le lapin, le chevreuil, le chamois, le hérisson, le chat, l'humain ne sont pas encodés dans le génotype. Ils peuvent tous être des proies potentielles, qu'est-ce qui empêche un chien qui a tué des moutons de poursuivre et capturer un enfant qui court en criant. Comme je l'ai observé occasionnellement, mais pas souvent, il y a bien quelques capacités chez le chien à faire la différence entre proie et enfant. Les facteurs favorisant la reconnaissance sont la socialisation avec l'enfant, la reconnaissance cognitive de l'enfant comme étant un ami, et les facteurs défavorisant la reconnaissance sont la frustration de prédation, la crise d'excitation, le grounding, la myopie du chien, la méconnaissance de l'environnement, la non-perception et la non-reconnaissance sociale. Donc, je reviens sur ce qui est écrit. Si le chien possède les gènes et les exprime, il a un besoin interne de chasser, de poursuivre, de capturer, de mordre et de secouer. C'est un besoin. On ne peut pas l'éteindre. Je reviens aux personnes qui vous disent qu'il suffit de mettre un collier électrique puissance 10 pour que votre chien arrête de courir après les moutons. C'est faux. Ça ne va pas éteindre le comportement. On peut évidemment empêcher le chien à l'instant T d'y aller parce qu'il a eu mal. On peut à la limite mettre une décharge électrique sur un chien quand il part à l'orée d'un bois courir après un chevreuil. Et on peut avoir le chien qui se dit que lorsqu'il était à cet endroit précis, lorsqu'il est parti en courant, il s'est pris une décharge. Donc on peut éteindre le comportement à cet endroit précis. On peut, mais encore, ça va dépendre du chien et des facteurs de résilience, mais on ne pourra pas généraliser ce comportement. Le chien, on ne peut pas éteindre un comportement qui va se déclencher génétiquement. À moins que l'on inhibe le chien. Vous voyez, ça me fait penser, il y a quelque temps encore, j'avais accompagné une personne qui souhaitait apprendre le refus d'appât à son chien, ou qui souhaitait empêcher à son chien, par exemple, de manger ce qu'il y avait dans la rue. Je pense que l'on peut très bien apprendre au chien à ne pas produire le comportement lorsqu'il va être tenu en laisse. On peut le conditionner. Mais si votre chien fugue ou se retrouve à 3h du matin seul dans la rue et qu'il va se retrouver face à des restes alimentaires, je pense qu'il y a plus de 90-95% de chances, le chien va effectuer le comportement. Pourquoi ? Parce que déjà ça fait des milliers d'années que les chiens se nourrissent en mangeant nos restes alimentaires, donc là c'est même plus de l'ordre de la génétique, c'est vraiment de l'ordre de l'instinctif. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne pourra jamais empêcher un chien de produire un comportement en le mettant dans un contexte de travail. Le chien ira toujours manger des restes alimentaires qu'il va trouver quelque part. On pourra toujours le conditionner à ne pas le faire à un moment précis. Pour les chiens, pour les chiens guides par exemple, ou pour des chiens qui vont être en train de travailler, en train de surveiller une usine par exemple, pour éviter, qu'on leur jette de la nourriture qui empoisonne le chien, d'accord ? Mais vous ne généraliserez jamais cette situation à l'ensemble des différents contextes dans lesquels le comportement pourrait s'exprimer. On ne peut pas éteindre un comportement naturel présent génétiquement chez un chien. Donc sur la deuxième partie, à savoir qu'un manque de socialisation pourrait entraîner chez le chien le fait de courir après des enfants, j'avais détaillé dans la dernière note de lecture que j'avais présentée, à savoir Éducation et comportement du chien, là l'ouvrage pluridisciplinaire sous la direction de Thierry Bedossa en 2009. J'avais développé un certain passage sur l'importance du rôle de l'éleveur. Pourquoi ? Parce que, et ça je l'ai déjà expliqué, donc je vais pas y reparler encore pendant 3 heures. Lorsque vous adoptez un chien, l'environnement néonatal va jouer énormément. Si vous avez un élevage dans lequel le chien a vu
peu de choses ou a été stimulé avec peu de choses, on peut quand même très largement présupposer certains ou anticiper certains troubles du comportement qui vont apparaître à l'âge adulte. Ce qui signifie que lorsque vous allez choisir un chien, le milieu, l'environnement de vie dans lequel il a grandi, la génétique, la race évidemment, vont jouer énormément. Donc, il est très important de pouvoir, si vous achetez un chien en élevage, aller visiter l'élevage, aller discuter avec les éleveurs pour pouvoir anticiper ces éventuels troubles-là. Joël Dehaas nous le confirme, à savoir que la frustration de prédation, la crise d'excitation, il parle aussi du ganging. Le ganging, c'est en bon français, dirons-nous, on peut rattacher ça à de l'émulation. Vous pouvez avoir un chien qui seul ne va pas forcément proposer de comportement, mais lorsqu'il va être en groupe, va possiblement proposer un autre type de comportement, ou soit parce qu'il va y avoir auto-renforcement social. Vous voyez, ça me fait un peu penser chez l'humain à une jeune racaille seule peut potentiellement se tenir un peu plus à carreau, alors que quand elle va être en groupe de 10 ou 15 personnes, est amenée à tabasser quelqu'un ou brûler une voiture, chose que cette racaille prise isolément n'aurait pas faite. Mais comme il y a le phénomène d'émulation et de groupe social, ce que Joël Dehaas appelle le ganging, eh bien, il peut y avoir apparition ou développement de comportements qui ne se produiraient pas en dehors de ce contexte-là. La frustration de prédation, ça revient à ce que je disais précédemment, c'est-à-dire que vous pouvez empêcher votre chien, votre berger australien ou votre border collie de courir après les voitures, parce que vous ne voulez pas qu'il court après les voitures parce que c'est dangereux, évidemment, mais le chien a ce besoin de prédater, et si vous ne le faites pas, si vous ne satisfaisez pas ce besoin-là, vous pouvez éventuellement vous retrouver un jour face à ce même chien qui va voir un enfant courir dans un parc et qui va décharger toute cette frustration de prédation qu'il n'a pas pu faire sur les voitures, bah, il va le faire sur le gosse à cet instant. Et à ce moment-là, évidemment, c'est dangereux pour le gosse. Dans la deuxième partie de l'ouvrage, il y a 2 infos sur lesquelles je voulais revenir qui sont extrêmement intéressantes. Donc je simplifie pour le coup les extraits que j'ai pris. Parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, la deuxième partie elle est un peu plus technique. Mais je voulais vous lire quelques passages. Les neurologues aiment qualifier les troubles neurologiques fonctionnels de psychogènes, comme si les expériences psy-aversives entraînaient une modification de la fonction neurologique, donc de la structure neurologique, éventuellement du génome et de l'épigénome. Mais pour 100 enfants ou 100 chiots soumis à des traumatismes physiques, psychiques ou moraux identiques, il y aura moins de 100 humains ou 100 chiens qui développeront des troubles psy ou neurologiques. Le psychogène s'exprime sur un terrain prédéfini par la génétique. C'est ce qu'on va également appeler le facteur de résilience. Une femme qui va se faire violer par un homme peut très bien s'en remettre 6 mois après une brève thérapie, ou alors 3 ans après une très longue dépression, une très longue thérapie. Qu'est-ce qui fait la différence entre ces 2 femmes? C'est la génétique. J'en avais déjà parlé précédemment, donc je ne reviens pas dessus, mais ce qu'il y a d'intéressant à savoir, c'est que même si vous sauvez un chiot dans un élevage avec des conditions extrêmement mauvaise pour le développement et l'équilibre du chiot, ça ne veut pas forcément dire que vous allez avoir un chien sociopathe ou un chien psychopathe à l'âge adulte. C'est multiplier les chances d'eux, mais ça ne va pas forcément être le cas dans 100% des cas. Donc, évidemment, si le chien le produit, ce comportement, c'est parce qu'il fait partie ou qu'il a une base de génétique qui le prédispose à. Mais dans une situation équivalente, dans une même portée, de chiens sauvés par exemple d'un environnement hypostimulant, vous pouvez avoir 2 types de personnalités qui vont se développer totalement distinctes, bien que la génétique soit la même. Enfin, que la mère ou l'environnement soient les mêmes, mais la génétique va se développer différemment.
Donc comment ça se produit cela? Quand un bébé rat est léché abondamment par sa maman, il produit de la sérotonine dans le cerveau. La sérotonine dans l'hypothalamus stimule la production d'enzymes qui réduisent la méthylation du gène codant pour le récepteur du cortisol, ce qui permet à ce récepteur d'être exprimé et donc synthétisé. Le récepteur au cortisol est habituellement exprimé à un haut niveau dans l'hypothalamus. Le taux sanguin de cortisol est dès lors facilement géré. La réaction de stress reste adaptative et homéostatique. Le rat adulte gère bien les stresseurs. Dans le cas d'un manque de léchage maternel, le raton garde une forte méthylation du gène du récepteur du cortisol. Le récepteur au cortisol n'est que peu ou pas synthétisé dans l'hypothalamus. Dès lors, le contrôle du taux sanguin de cortisol ne s'effectue pas. Le taux de cortisol reste élevé et non gérable. Le rat adulte subit alors les effets d'un excès de cortisol au moindre stress minime. Le rat adulte développe les maladies chroniques du stress, burn-out, maladies métaboliques, immunodéficience, etc., etc. Donc cette expérience sur les rongeurs a été menée dans les années 2000. Et pourquoi est-ce qu'on en fait beaucoup chez les rongeurs? Parce qu'au niveau cérébral, ils se rapprochent énormément de l'humain. Donc, il y a bien une héritabilité du stress et de la maltraitance infantile, mais cette héritabilité est indépendante de l'ADN. C'est une hérédité comportementale, psychogène, stressogène, avec reproduction des tags épigénétiques. Michael Menet et Moshe Zif, qui avaient réalisé ces expériences sur les rats en 2005, ont ensuite analysé la méthylation de l'ADN dans les neurones de cerveau de personnes qui s'étaient suicidées. Ils ont observé et corrélé une plus forte méthylation du gène du récepteur du cortisol dans l'hypothalamus des humains ayant vécu une négligence ou une maltraitance dans la petite enfance. Joël Dehaas se donne donc le droit d'extrapoler ces expériences vécues dans les 10 premiers jours de vie des souris et des rats et dans les premières années de vie des bébés humains aux 3 premières semaines de vie de chiots durant la période néonatale. Donc pourquoi je vous lis cette information-là? Et après, il y a une autre partie que je mets en corrélation. Parce que même si vous avez un environnement idyllique où tout est mis en place pour que le chiot, le chat ou l'enfant humain soit parfait, ou grandisse et s'épanouisse pour devenir un adulte bien équilibré, eh bien, s'il y a un couac, ou un problème et que la mère ne s'occupe pas bien de son petit, eh bien ça va impacter le comportement, le tempérament du futur, enfin de l'individu adulte. Même si la génétique est excellente, si la mère ne peut pas ou ne s'occupe pas de l'enfant comme il se doit, eh bien ça va augmenter les probabilités, donc chez un humain, d'être stressé, dépressif et éventuellement suicidaire. Donc sous-partie de l'épigénétique de l'agression. L'ocytocine est une hormone corrélée à l'attachement, à l'affection. C'est une hormone qui fait coller l'enfant et sa mère, qui rapproche les partenaires sociaux. C'est une hormone qui donne une sensation de bien-être lors de contacts physiques. Un déficit en ocytocine, une altération du système ocytoninergique, a été observé et corrélé à une augmentation des comportements agressifs et des conduites antisociales, mais aussi à des troubles anxieux et dépressifs. Si on va voir le gène ocytaire qui code pour l'ocytocine dans les neurones des humains plus agressifs, on se rend compte que ce gène a subi une méthylation épigénétique qui réduit sa transcription. Ce blocage épigénétique est corrélé à une non-bientraitance, une maltraitance, des abus ou des traumas vécus dans l'enfance. Pour ça que je faisais le lien avec ce que je vous avais dit précédemment. On le retrouve aussi chez l'enfant d'une maman ayant souffert pendant la grossesse d'addictions, comme la drogue, l'alcool, de psychopathologie, donc affectant l'enfant pendant sa phase prénatale. L'enfant naît avec une méthylation de ce gène ocytaire, il hérite d'un caractère acquis. L'agression, les comportements impulsifs, agressifs, les conduites antisociales sont aussi corrélés chez l'humain et le rat à une diminution de la neurotransmission sérotoninergique.
Enfin, l'agression sous forme de manque d'autocontrôle, d'agression proactive et réactive, de comportements délinquants, d'externalisation des comportements agressifs a été corrélée à un taux de cortisol bas chez les adolescents. Ce bas taux de cortisol à l'adolescence est corrélé avec de la maltraitance infantile. Ces différents exemples d'induction d'un tempérament quantitativement plus agressif, plus réactif, moins respectueux des règles sociales nous montrent qu'on peut hériter de gènes parfaits, c'est ce que je vous ai expliqué précédemment, potentiellement fonctionnels et pourtant développer un phénotype réactif agressif à l'adolescence par exposition à un environnement non bien traitant, prénatal ou postnatal. Donc j'en ai déjà parlé à travers certaines de mes vidéos. Ça va faire bientôt maintenant 2 ans que je suis enseignant en lycée sur une filière spécialisée, donc en tant que professeur de zootechnie. Et j'explique à mes élèves que l'adolescence est une période charnière dans la mesure où voilà, il va y avoir d'importants bouleversements hormonaux qui vont déséquilibrer déjà tous les... comment dire, l'équilibre physiologique, psychologique d'un individu, et la maturité sociale chez l'humain arrivant à l'âge de 30 ans à peu près. Lorsqu'on a 15 ans, on est dans une grosse période de recherche où le statut au sein d'un groupe social est extrêmement important. Ce qui est, comment dire, important à savoir également, je me répète sur ce mot important, ce qui est bon à savoir, c'est que lorsque vous avez des individus qui peuvent être agressifs, virulents, ou en tout cas avoir des comportements très inadaptés dans un groupe social, lorsqu'on a connaissance de ça, du fait que les comportements se déclenchent à cause d'une mauvaise génétique ou à cause d'un environnement n'ayant pas permis à un individu de développer des comportements normaux, ça permet de prendre un petit peu de recul. Et moi, ce que je constate, maintenant confronté à un public d'ados tous les jours, c'est que la prise de distance et le fait d'essayer de prendre du recul sur les comportements que certains individus vont avoir par rapport à d'autres, c'est assez compliqué. Mais lorsqu'on a ces petits arguments ou ces petites infos en tête, on peut se dire que le connard qui nous embête, eh ben peut-être qu'il ne le fait pas juste pour le plaisir d'être un connard. Si c'est un connard, c'est aussi possiblement parce qu'il y a un problème génétique ou qu'il y a eu un problème durant son enfance. Et ça, c'est intéressant. Parce que, bon, autant chez l'humain, bon, c'est pas le cœur de métier de cette chaîne YouTube, mais chez le chien, et c'est la grosse ligne rouge, ou en tout cas la conclusion même générale de l'ouvrage du docteur Joël Dehaas, c'est de pouvoir respecter, de pouvoir comprendre pourquoi notre chien produit tel ou tel type de comportement, et pouvoir pardonner. La conclusion générale de l'ouvrage est axée justement sur le lâcher-prise, le pardon et la compréhension. Parce qu'une fois qu'on a lu le livre « Mon chien est heureux », qu'on sait répondre aux besoins fondamentaux du chien, qu'on a lu ce petit ouvrage à 322 pages, c'est pas énorme, dont sur les 322 pages, je vous ai dit 221 notes de bas de page. Tout est sourcé, tout est référencé, toutes les études sont accessibles. Quand on comprend ça, quand on assimile ces infos-là, ça nous permet d'avoir beaucoup de respect et de bienveillance vis-à-vis de nos animaux, même s'ils produisent des comportements qui possiblement peuvent nous faire sortir de nos gonds. Donc cet ouvrage est extrêmement intéressant et riche à plus d'un titre, ne serait-ce que pour ces petites infos qu'on peut apprendre sur l'humain. Donc je tenais à vous le présenter. Une fois de plus, j'ai pris quelques informations clés et je ne vais pas présenter l'ouvrage dans son ensemble parce que la vidéo va être beaucoup trop longue. Donc c'est un ouvrage paru l'année dernière, donc très récent, sur un domaine, l'épigénétique, qui va tendre à se développer et à se conforter
de plus en plus au fur et à mesure des années. C'était donc tout sur le comportement du chien, éducation et génétique. Paru aux éditions Odile Jacob en 2024, il faisait donc 322 pages, coûte 23,90 €, contient 221 notes de bas de page et est un ouvrage vraiment très intéressant. Et l'un des premiers sur l'épigénétique chez le chien de compagnie. Donc j'en profite pour faire une petite dédicace à mes élèves de lycée comme cela m'avait été demandé, bien que les formats de vidéos de notes de lecture soient des formats qui soient très denses, très longs et qui ne sont plus adaptés à un public de jeunes de 15 ans qui zappent au bout de 15 secondes de vidéo. Si vous allez jusqu'au bout de ce contenu, je suis très fier de vous et de manière générale pour toutes les autres. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.